Désodorisant dans la voiture. Finances, un éventuel agent de sécurité. Nous allons directement aborder le cœur de la session du matin de cette audience. Mais notre journaliste s'est approchée de David au tribunal et ce qu'elle a observé était intéressant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous entamons le deuxième jour de l'audience préliminaire dans l'affaire David, accusé de meurtre au premier degré, d'abus sexuels continus sur mineurs de moins de 14 ans et de mutilation illégale de restes humains. Toutes en lien avec la mort de Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans dont le corps décomposé et démembré aurait été retrouvé dans le coffre avant d'une Tesla, prétendument enregistrée à son nom. C'était en septembre 2025. C'est une audience au cours de laquelle le tribunal va déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour que l'affaire soit jugée. Je ne veux pas perdre plus de temps. Passons tout de suite à ce qui s'est passé ce matin lors de la session. Permettez-moi d'accueillir notre journaliste sur place, quelqu'un qui a été dans cette salle d'audience ces 2 derniers jours, même durant la session de ce matin. Je suis ravi de l'avoir parmi nous. La journaliste de NBCLA, Julia Dong, je dois vous dire, des notes formidables. J'ai vu les notes en direct que vous avez envoyées, elles sont très détaillées et complètes. Encore une fois, excellent travail. Avant même d'entrer dans le vif du sujet de ce qui s'est passé lors de la session de ce matin, vous devez nous dire ce que vous avez vu dans cette salle d'audience, en particulier David, n'est-ce pas? Parce que je crois comprendre que vous vous êtes vraiment approché de lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'as-tu vu? Oui, Jesse. Mais d'abord, je veux juste te redire à quel point c'est un plaisir d'être dans cette émission avec toi parce que j'adore la regarder. Donc oui, j'étais assise juste derrière David ce matin. J'ai réussi à avoir une place devant là où ils installaient les autres journalistes. Je pense que c'est parce que je suis arrivée un peu plus tard que tout le monde. Donc, à cause de ça, ils m'ont installé au bout d'une des rangées réservées aux avocats dans cette salle d'audience et j'étais juste derrière David. Il n'avait pas l'air en forme. Tu sais, ses cheveux ont poussé. Il n'est pas rasé. Il porte cet uniforme de la prison du comté de Los Angeles, cette combinaison orange. Et il a toujours les pieds et la taille enchaînés. Mais il ne porte pas de menottes. Donc il était un peu affalé sur sa chaise, les bras posés sur les accoudoirs. Je pouvais voir son bloc-notes jaune qu'il avait posé devant lui. Alors j'essayais de jeter un coup d'œil pour voir s'il prenait des notes. Il n'avait rien écrit. Mais il y a eu clairement des moments ce matin, pendant le contre-interrogatoire des témoins, où il s'est penché en avant et a parlé à ses avocats. La première fois que j'ai remarqué cela, c'était pendant le contre-interrogatoire concernant la gestion financière. Il parlait essentiellement de combien d'argent il avait gagné grâce à son contrat d'enregistrement et comment cet argent avait été réparti. Parce que tellement de personnes étaient impliquées dans cette opération, tellement de personnes gagnaient de l'argent grâce à lui, pour le dire franchement. Et c'est un élément clé de cette affaire parce que le meurtre à des fins lucratives est l'une des circonstances aggravantes particulières ici qui rendent cela passible de la peine de mort. Mais le procureur Nathan Oshman a déclaré hier qu'ils n'ont pas encore réellement décidé s'ils allaient poursuivre dans cette voie. Oui, et je suis content que tu aies mentionné cela, parce que l'idée c'est que, et je vais en venir aux témoins qui ont témoigné aujourd'hui, s'ils peuvent te montrer à quel point sa carrière était lucrative, 11,5 millions de dollars. Que si Céleste se manifestait et le dénonçait pour cette prétendue relation sexuelle illégale, elle allait tout lui enlever. Donc plus ils peuvent amplifier cela, je comprends où ils veulent en venir. Je comprends ce qu'ils essaient de faire. Avant, encore une fois, que nous entrions dans le fond du sujet. Je comprends aussi que la famille de Céleste était de retour dans cette salle d'audience. Nous avons parlé hier à quel point il était incroyablement difficile pour eux de devoir regarder les photos du corps démembré de Céleste, retrouvées dans cette Tesla. Quel effet cela vous a-t-il fait de les voir au tribunal? C'est vraiment difficile. Tu sais, Jesse, je t'ai dit hier que je ne peux même pas imaginer ce qu'ils traversent. Hier, j'étais assise juste derrière eux, 3 rangées derrière. Aujourd'hui, je suis assise en biais, juste derrière leur rangée. Comme ça, je peux voir les expressions du visage de la mère et du père de Céleste. Et en fait, je viens tout juste de recroiser sa mère Mercedes à l'étage, dans les toilettes. C'est vraiment difficile. Au moment où nous avons suspendu l'audience pour cette pause déjeuner,
nous écoutions le témoignage d'une criminologue du LAPD. C'était l'une des agentes appelées à enquêter après que la Tesla ait été remorquée dans l'un de leurs centres techniques. Donc, nous regardions les photos que la procureure montrait au tribunal de 11 désodorisants différents qui ont été retrouvés dans cette Tesla. Je veux dire, les restes de Céleste étaient là-dedans en train de se décomposer, probablement depuis des mois. Alors, pour masquer cette odeur, quelqu'un a mis près d'une douzaine de désodorisants, pas seulement à l'intérieur de la voiture, mais aussi dans le coffre avant. Ouais. Et c'est là que les sacs mortuaires contenant ces restes ont été retrouvés. Donc, le problème, ce n'est pas seulement que ce crime a été commis, c'est que quelqu'un est allé jusqu'à des extrémités vraiment horribles, Jesse, pour essayer de dissimuler ses traces. Je pouvais voir ses parents se replier sur eux-mêmes et se rapprocher un peu l'un de l'autre quand ces photos sont apparues. Il y a tellement d'éléments dans tout ça qui sont horrifiants d'une manière que je ne pense pas qu'on puisse vraiment imaginer pour eux. Donc, je suis curieuse de voir ce que leur avocate dans la procédure civile liée au décès, qui n'est en fait pas impliquée dans cette affaire pénale, ce qu'il aura à nous dire plus tard aujourd'hui. Nous avons discuté brièvement à l'étage. Il semble qu'il va répondre à plus de questions de notre part plus tard aujourd'hui. Permettez-moi de vous interroger maintenant sur le témoignage. Ils ont donc poursuivi le témoignage de Benjamin Gregor. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, ce directeur financier de Mogul Vision, cet associé d'affaires de David qui parlait des finances de David. Parlez-moi du début du témoignage d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je lisais, est-ce un témoin intéressant? Est-il un peu combatif d'une certaine manière? Son témoignage n'est-il pas cohérent avec ce qu'il a dit devant le grand jury? Alors, quel est exactement le ton de son témoignage et qu'a-t-il dit aujourd'hui? Jesse, c'est une façon très douce de le dire. C'est contradictoire. Oui, j'ai remarqué cela hier. Je vous ai envoyé quelques notes à ce sujet. Pendant que ça se passait, oui, il paraît un peu combatif quand il parle au procureur. Quand il parle à la procureure adjointe ici, Beth Silverman, quand elle le contre-interrogeait, il y a eu plusieurs moments où il lui a donné des réponses qui non seulement ne correspondaient pas, mais qui étaient en totale contradiction avec ce qu'il avait apparemment dit lors des audiences du grand jury. Et en fait, elle se référait aux transcriptions de ces audiences secrètes du grand jury pour vérifier cela en disant en substance « Attendez une minute, tu voulais dire que c'était cette maison ou l'autre maison qui allait être mise en garantie pour que David puisse payer sa caution ?» Et puis elle lui a demandé très directement à plusieurs reprises « Est-ce que ton témoignage est exact aujourd'hui ou était-il exact à l'époque? » Donc je pense que dans toute situation où un témoin semble changer sa version à la barre, ça te fait te demander à qui ils avaient à parler. Tu sais, est-ce qu'un accord a peut-être été discuté ou même conclu? Pourquoi leur version a-t-elle changé? Et puis évidemment, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Les caméras et les enregistrements audio ne sont pas autorisés lors de cette audience préliminaire de plusieurs jours à Los Angeles. Les procureurs essaient de prouver qu'ils ont suffisamment de preuves pour que cette affaire soit jugée. Nous sommes l'un des rares médias à avoir quelqu'un dans la salle d'audience. Et la journaliste de NBCLA, Julia Dong, va me rejoindre ici dans un instant. Maintenant, je veux que vous regardiez quelques nouveaux croquis d'audience. Nous venons tout juste de les recevoir du deuxième jour de cette audience préliminaire, réalisée par l'artiste Mona Edwards. L'un des principaux désaccords aujourd'hui portait sur la Tesla, où le corps de Céleste a été retrouvé en juillet de l'année dernière, a été traité par la police. Les avocats de la défense très influents de David s'attaquent vraiment à la façon dont les preuves ont été traitées. Et jusqu'à présent, il est légitime de se demander comment les procureurs vont prouver que David était celui qui a commis un crime aussi terrible et non quelqu'un d'autre. Nous accueillons maintenant Julia Dang, journaliste chez NBCLA, pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal. Ravi de vous avoir avec nous sur Law and Crime. Beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, mais je souhaite d'abord parler de David. Hier, nous avons beaucoup discuté de son comportement. Parfois, il semblait peut-être s'ennuyer pendant que cela se déroulait. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui concernant son attitude? Bonjour Chris, ravi d'être avec toi. C'était vraiment la même chose avec David. Il a été autorisé à entrer dès ce matin lorsque le deuxième jour de cette audience préliminaire a commencé. Il était menotté au début.
Ils lui ont enlevé les menottes. C'était une partie de l'accord d'hier, après que ses avocats ont demandé qu'il ne soit pas menotté dans la salle d'audience. Il est simplement assis là, vous savez, très immobile. Il ne prend pas beaucoup de notes. Il ne dit pas grand-chose à son équipe. Il y a eu des moments dans les témoignages aujourd'hui où j'ai remarqué David fixé droit devant lui. Il n'y a vraiment pas grand-chose à lire sur son visage, mais j'ai eu une conversation intéressante en aparté avec une dessinatrice d'audience. En tant qu'artiste, évidemment, elle a une perspective très précieuse parce qu'elle est payée pour dessiner ce type. Elle est aussi assise à un endroit différent dans cette salle d'audience, n'est-ce pas? Elle est assise dans le banc des jurés, donc elle regarde directement l'accusé, David Burke. Donc, nous avons discuté un peu pendant la pause du tribunal à l'heure du déjeuner, et elle a dit « Il lui semblait qu'il s'en fichait complètement de ce qui pouvait arriver. » Il y a une sorte de désinvolture dans sa façon de bouger, dans la manière dont il interagit avec son équipe et dans la façon dont il regarde droit devant lui. Alors je lui ai demandé, tu sais, est-ce que c'est typique? Tu as assisté à des centaines de procès criminels. Tu as probablement croqué plus d'accusés que tu ne pourrais en compter. As-tu déjà vu ça auparavant? Et elle a hoché la tête en disant oui. Oui, j'ai déjà vu ça. D'autres personnes à qui j'ai parlé, tu sais, les mots employés pour décrire l'attitude de David dans cette salle d'audience, ils l'ont décrit comme étrange, comme sociopathe. Nous ne l'avons entendu parler que quelques fois, juste oui, votre honneur, ou je comprends. Et il est habillé exactement de la même façon qu'hier. Il porte cet uniforme orange de la prison du comté de Los Angeles, cette combinaison. Il a les cheveux longs. Il porte des lunettes noires et il a l'air mal rasé et franchement, il a l'air vraiment épuisé. Quand on y pense, c'est quelqu'un qui était censé gagner des millions. Il gagnait déjà des millions de dollars, mais avec ce nouvel album qui allait sortir, il allait gagner beaucoup d'argent. Et quand on pense à ça, tu sais, vraiment, s'il est reconnu coupable de ça, tout ça disparaît. Et pourtant, il a cette attitude qui, je pense, surprend beaucoup de gens. On pourrait aussi penser que ses avocats l'ont probablement préparé à la façon dont il doit se comporter, comment il devrait se comporter pendant que cette audience préliminaire se déroule. Tu sais, pour aujourd'hui, Julia, à l'intérieur de la salle d'audience, il y avait beaucoup d'éléments concernant des traces présumées de sang à l'intérieur de la Tesla dans le garage. Il y a cette technologie Blue Star. Et si tu as vu des photos de ça dans d'autres affaires, il reste une trace bleue sur le mur après l'application du produit chimique. Et ils disent que c'est probablement là où il y avait du sang auparavant. Bien sûr, quand tu penses à Céleste, ces restes auraient été retrouvés dans le coffre avant de cette Tesla. Mais ce n'est pas le seul endroit où la police dit avoir trouvé du sang dans la voiture. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette partie du témoignage aujourd'hui? C'est exact. C'était la partie clé du témoignage aujourd'hui de la part des témoins de l'accusation. Donc, nous avons commencé par terminer le témoignage d'hier sur la gestion financière et sur combien d'argent David gagnait. Et ensuite, nous avons entendu un officier de la CHP qui a témoigné sur l'endroit où la carte d'identité de passeport de Céleste a été retrouvée des mois après la découverte de son corps. C'était dans le comté de Santa Barbara. Et ensuite, nous avons entendu 2 membres du personnel du LAPD. Ce sont des experts en criminalistique. L'une était l'experte principale en criminalistique qui a procédé aux constatations sur la scène liée à la Tesla et l'autre a participé à la perquisition de la maison de David dans les Hollywood Hills quelques jours après la découverte du corps, le 17 septembre de l'année dernière. Donc, voici ce qui était nouveau et vraiment intéressant, Chris. Nous n'avions jamais entendu parler de ce détail auparavant. Selon ce témoignage de l'un de ces 2 experts en criminalistique du LAPD, du sang a en fait été identifié dans le sol en briques, juste en dessous de l'endroit où une voiture aurait été garée. Et cela se trouvait sous des tapis en caoutchouc noir qui avaient été posés sur le sol du garage dans la maison de David. Donc, ce qu'il semble décrire ici, c'est du sang qui s'écoule de la Tesla de David, traverse ces tapis en caoutchouc, puis s'infiltre dans le sol en briques. Entendre cela, vous savez,
et être assise juste derrière les parents de la victime, c'était bouleversant. Il y a tellement de preuves dans cette affaire qui ont été troublantes de manière vraiment choquante comme je ne l'ai jamais vécu ailleurs. Mais être, vous savez, dans cette salle avec les parents de la victime, je pense que cela souligne vraiment que tout cela concerne un être humain. Il s'agit d'une adolescente. Il s'agit d'une fille qui a été tuée et démembrée. Il s'agit de lui rendre justice. C'est vraiment le cas. Et je n'arrête pas de penser depuis hier à ce moment dont je sais que tu as été témoin toi-même, où ces images ont été projetées à l'écran, celles des restes de Céleste et de ce qu'ils ont trouvé. Et ce n'était pas seulement choquant pour toi, pour les membres des médias, pour les membres du public qui étaient dans la salle d'audience, mais il y avait aussi ses parents, qui étaient des gens discrets avant tout ça. Et je sais que son avocat civil en a parlé. Ce n'était pas, tu sais, des gens qui étaient sous les projecteurs avant que tout cela n'arrive. Soudain, tu te retrouves au cœur de l'affaire de ta fille, puis tu regardes ces images à l'écran. Et certaines des preuves qui ont été présentées aussi, en revenant un peu sur cette thèse-là, concernaient aujourd'hui les désodorisants. Et il y avait 11 désodorisants qui ont été trouvés, ce qui fait beaucoup de désodorisants à avoir dans sa voiture, pour être franc. Oui. Comment cela s'inscrit-il dans ce que les procureurs semblent exposer sur l'utilisation de ce véhicule dans les faits qu'ils reprochent à David? Je suis contente que tu en parles parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué, Chris, pendant le témoignage du premier expert criminaliste du LAPD que nous avons entendu aujourd'hui. Il y avait au moins 11 désodorisants trouvés dans cette Tesla au moment où ce criminaliste a été appelé sur la scène technique Piper, où la voiture avait été remorquée depuis la fourrière de Hollywood. Au moins 11. Et voici le détail qui a attiré mon attention concernant l'endroit où ces désodorisants ont été trouvés dans la voiture. Ils n'étaient pas seulement à l'intérieur, ils en ont trouvé dans la console centrale. Ils en ont trouvé sur les sièges arrière. Ils ont également trouvé des désodorisants dans le coffre avant. Donc il ne s'agit pas seulement de la façon dont Céleste a été tuée, ni comment son corps a ensuite été mutilé. Il s'agit aussi des efforts pour étouffer l'affaire. Je veux dire, quelqu'un a forcément remarqué. Ça sentait horriblement mauvais. On doit faire quelque chose pour cacher ça. Donc quelqu'un a vraiment ouvert le coffre avant. Est-ce que le tribunal va déterminer qu'il y a suffisamment de preuves pour soutenir ces accusations et que l'affaire puisse avancer contre David? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup à aborder. Allons-y. D'accord, je vais de nouveau faire intervenir notre journaliste dans cette salle d'audience. Julia Dang, journaliste de NBCLA, qui a été fantastique. Nous recevons ses notes tous les jours. Elles sont tellement complètes, elles sont tellement précises. Elles sont tellement détaillées. Merci beaucoup d'être venu. Alors tout d'abord, avant même d'entrer dans le vif du sujet, avant même de parler de l'attitude de David, cette journée au tribunal a commencé dans une ambiance explosive. Le juge n'était pas content. Que s'est-il passé? Jesse, quelle matinée! Nous en sommes maintenant au 3e jour de cette audience préliminaire et cela a commencé avec un peu de drame ce matin. Il y a même eu une journaliste qui a été expulsée de la salle d'audience. La juge l'a exclue des audiences d'aujourd'hui parce qu'apparemment, des règles concernant la transmission en direct ont été violées. Donc, ce tribunal a été très strict pour préserver l'intégrité de cette affaire. Comme déjà mentionné, aucune caméra n'est autorisée dans cette salle, pas de téléphone. Vous savez, je ne communique pas avec vous ni vraiment avec qui que ce soit à l'extérieur pendant que tout cela se passe. Et cela fait partie de ce plus grand, je pense, respect de l'intégrité de ce tribunal et de l'esprit de ce tribunal parce qu'ils veulent s'assurer que tout est fait correctement. Personne ici ne veut risquer une quelconque annulation du procès, ni qu'une information qui ne devrait pas fuiter ne sorte. Donc en ce moment, pendant cette suspension d'audience, nous pouvons vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Écoutez, c'est compréhensible. Je veux dire, surtout quand on traite une affaire aussi médiatisée que celle-ci et la nature sensible de cette affaire, on parle d'abus sexuels présumés, meurtre et démembrement d'une fille de 14 ans. Laissez-moi aussi vous demander ceci. Steve Fisher, l'enquêteur privé que nous avons reçu plusieurs fois dans l'émission, aurait été engagé par le propriétaire du terrain où David séjournait, près de l'endroit où la Tesla aurait été retrouvée. Il enquête depuis le début. Nous l'avons reçu dans l'émission. Il y a eu un peu de drame avec lui dans la salle d'audience aujourd'hui, n'est-ce pas? Que s'est-il passé là-bas? C'est exact.
Maintenant, selon la procureure adjointe dans cette affaire, Beth Silverman, apparemment Steve Fisher a violé le secret du grand jury. Et à cause de cela, elle a fait une demande ce matin pour qu'il soit retiré de la liste des témoins. Il était dans la salle d'audience. Il était assis juste à côté de moi. Il s'est levé, il a reconnu cette demande. Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de débat à ce sujet. Et il est simplement parti. Donc, nous n'entendrons pas Steve Fisher dans la salle d'audience lors de cette audience préliminaire. Mais évidemment, si cela va jusqu'au procès, nous nous attendons à l'entendre. Je sais qu'il est déjà passé dans votre émission. J'ai écouté ses interviews. Il a beaucoup d'informations que je pense être cruciales pour cette affaire si elle va jusqu'au procès. Mais pour l'instant, nous sommes encore en audience préliminaire. C'est le 3e jour. Ils doivent simplement établir qu'il existe des motifs suffisants pour que l'affaire puisse avancer. Donc, nous en sommes maintenant, je crois, au 8e témoin. Comme l'audience se poursuit, et nous nous attendons tous à ce que cela dure jusqu'à la fin de la journée, probablement même demain, peut-être aussi lundi. Oui, et regardez, Steve Fisher a fourni, vous savez, des informations très pertinentes dans ce cas. Certaines d'entre elles ont même été confirmées par ce que nous avons vu dans le document déposé par l'accusation. Ce n'était pas surprenant compte tenu de ce que nous avons entendu de la part de Steve. Et il s'est beaucoup exprimé sur cette affaire. Il s'est beaucoup exprimé sur David. Il s'est aussi beaucoup exprimé sur l'accusation. Donc, développement intéressant. D'accord, avant d'aborder les témoins, je dois toujours te demander, car nous ne voyons rien nous-mêmes, seuls les croquis de le dessinateur d'audience nous restent. David, comment est son attitude au tribunal? Car la façon dont nous l'avons observé ces derniers jours, pour quelqu'un qui est... D'après tout ce qu'on entend, je veux dire, si vous me demandez mon avis juridique, je pense qu'il y aura suffisamment d'éléments pour que cette affaire soit jugée. Pour une personne dont la vie est en jeu, pour quelqu'un qui fait face à des accusations de meurtre, d'abus sexuels continus sur mineurs et de mutilation illégale de restes humains. Ces derniers jours, ce qu'on a vu et décrit, c'est quelqu'un de plutôt nonchalant, plutôt ennuyé, un peu décontracté. Il n'a pas l'air trop stressé. C'est comme ça qu'il a l'air aujourd'hui? Oui, Jesse. Et je n'arrive pas à passer outre. Je veux dire, imagine si toi ou quelqu'un que tu connais était à sa place. Je veux dire, je pense que tu t'en soucierais davantage. Laisse-moi te dire ce que la dessinatrice d'audience a dit en fait. J'ai discuté avec Mona Schaefer-Edwards pendant la pause du tribunal il y a environ 1 heure. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Mona? Tu as la perspective la plus intéressante dans cette salle d'audience dans le sens où elle est assise face à l'accusé. Elle se trouve dans la zone du jury, donc elle peut voir son visage, ses expressions, et elle dessine tout cela pour nous tous qui utilisons son art pour couvrir cette affaire. Donc elle m'a dit, et Jesse, il lui semble que David est, je cite, dans un autre monde. Il semble complètement désengagé. Je lis ses expressions faciales un peu de côté. Je l'observe sous un certain angle. Il ne réagit pas beaucoup. Vous savez, c'est un peu comme hier, où il fixe simplement droit devant lui le témoin qui témoigne, puis ce moniteur suspendu qui projette les pièces à conviction. Mais non, il ne réagit vraiment pas. Et cela inclut quand on voit les vêtements de la victime, vous savez, ces vêtements souillés, tachés de sang, infestés d'insectes, des vêtements mouillés qui ont été retrouvés dans les sacs mortuaires avec ses restes. Il regarde droit devant lui. Il a les bras croisés. Il a ce bloc-notes jaune devant lui. Je n'ai pas l'impression qu'il prenne des notes. Il a un gobelet blanc en polystyrène rempli d'eau. J'ai compté peut-être 2 ou 3 interactions aujourd'hui où il s'est un peu tourné et a eu, tu sais, un bref échange de mots avec l'un de ses avocats. Mais à part ça, il ne bouge même pas, Jesse. C'est vraiment incroyable. Mais je ne suis pas là pour spéculer, mais je dois juste demander, sais-tu s'il prend des médicaments ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, Jesse. Et nous n'allons pas spéculer dans cette émission, mais c'est une question qui a été soulevée lors de conversations en aparté. Nous ne savons pas, et cela n'a pas été évoqué au tribunal. D'accord. Et j'imagine que si c'est le cas, cela sera abordé. D'accord, compris. Très bien, parlons du fond. Le premier témoin de retour à la barre était ce criminaliste, n'est-ce pas? Que s'est-il passé lors de l'interrogatoire par la défense? Nous avons donc terminé hier avec le contre-interrogatoire d'une criminaliste du LAPD. C'est elle qui a été appelée pour traiter les preuves trouvées dans le garage de David.
Et ces preuves comprenaient tout, des sacs poubelles au tapis en caoutchouc, en passant par des taches de sang. C'est elle qui a analysé les tronçonneuses trouvées dans la maison de David. C'était environ une semaine après que la voiture a été retrouvée dans la fourrière de Hollywood, avec les restes de la victime dans le coffre avant, bien sûr. Alors ils ont poursuivi ce contre-interrogatoire et il y a eu beaucoup d'échanges à propos des tronçonneuses. Et voici pourquoi. L'avocate de la défense, Blair Burke, a fait remarquer qu'il n'y avait aucun test positif indiquant la présence possible de sang sur ces tronçonneuses. Alors elle n'a cessé de demander à ce témoin du LAPD pour l'accusation pourquoi il n'avait pas pris ces tronçonneuses comme preuve. On aurait dit qu'elle voulait souligner que l'ADN de contact, qu'ils n'ont pas testé, aurait pu indiquer autre chose, aurait pu donner une image plus complète de ce qui s'est réellement passé et de qui aurait pu être impliqué. Je veux dire, qui d'autre aurait pu être impliqué, mais la criminaliste était très perspicace, très claire dans ses réponses. À un moment donné, hier, elle a même ressorti ses notes pour s'assurer de donner précisément les informations qui avaient été documentées pendant cette enquête. Elle a donc déclaré qu'il ne semblait y avoir aucune valeur médico-légale concernant les tronçonneuses retrouvées dans le garage, et c'est pourquoi elles n'ont pas été saisies comme preuve. Donc, ce que je retiens surtout de tout cela, c'est que ces objets n'étaient peut-être pas les armes ou outils utilisés pour le démembrement, même s'ils ont été retrouvés dans le garage de David lors de cette perquisition. Permettez-moi de clarifier ce point pour notre public. J'ai entendu parler de rapports, voire de témoignages, sur une tronçonneuse manquante, sans certitude. Et qu'en est-il de preuves d'un nettoyage, y compris sur les tronçonneuses? Corrigez-moi si je me trompe sur l'un ou l'autre de ces points. C'est exact pour le premier point. Il y avait une autre tronçonneuse, une tronçonneuse de marque Makita dont nous avons parlé l'autre jour, qui a été commandée en ligne et livrée chez David. D'après ce que je sais des preuves présentées jusqu'à présent, cette tronçonneuse n'a pas été retrouvée lors de cette perquisition. Les deux autres tronçonneuses, et voici pourquoi la criminaliste a dit qu'il n'y avait vraiment aucune valeur médico-légale. Elle a témoigné plus tôt que si elles avaient été utilisées pour le démembrement, il n'aurait pas été possible de nettoyer le sang au point que leurs analyses n'ont rien révélé de valeur médico-légale. Donc, lorsqu'ils ont effectué ce premier test sur place et qu'il n'y a pas eu de résultat positif au test présomptif, ils ont choisi de ne pas saisir ces deux tronçonneuses comme pièces à conviction. Mais oui, il en manque une. Il y en a une autre. Et je suis sûre que cela sera abordé plus tard dans ce témoignage. Aussi choquante que soit cette affaire, il n'est pas surprenant de trouver du sang ou de supposées traces de sang sur une scène de crime. Mais qu'en est-il du faux sang? Ce n'est pas quelque chose à quoi nous nous attendions, mais c'est l'une des informations que nous avons apprises aujourd'hui lors de l'audience préliminaire de David. Les enquêteurs disent avoir trouvé des bidons de faux sang dans le garage du chanteur. Nous allons parler un peu des raisons pour lesquelles le chanteur aurait pu avoir ce sang dans son garage et de la façon dont cela pourrait jouer un rôle dans cette affaire, dans un instant, avec notre journaliste qui se trouve aujourd'hui dans la salle d'audience. Je souhaite également que vous regardiez certains nouveaux croquis reçus de l'artiste Mona Edwards. David, on dit toujours qu'il est resté sans émotion. Les procureurs présentent des preuves affirmant qu'elles démontrent qu'il a tué Céleste, cherchant à faire passer cette affaire à l'étape suivante de la procédure judiciaire. Nous retrouvons maintenant Julia Dang, journaliste à NBCLA, qui vient de sortir de la salle d'audience. Merci d'être ici une fois de plus. Je voudrais commencer par la façon dont la journée s'est terminée. Et nous avons entendu un médecin légiste adjoint. C'est la personne qui a pratiqué l'autopsie de Céleste Rivas Hernandez. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'il a dit? C'est exact, Chris. Nous venons tout juste de terminer pour aujourd'hui. Nous ne pensions pas vraiment que nous allions entendre ce témoin aujourd'hui, mais le Dr Grant O a témoigné à la barre environ 4 minutes avant la fin de la journée. C'est le 3e jour de cette audience préliminaire dans l'affaire de meurtre visant David Anthony Burke, âgé de 21 ans. Il vient donc de commencer à exposer ses conclusions issues de l'autopsie réalisée le 10 septembre. C'était 2 jours après que les restes de cet adolescent ont été retrouvés dans le coffre avant de la Tesla de David. Il témoigne sur l'état de décomposition. C'était difficile,
Incroyablement difficile de voir les photos l'autre jour au tribunal. Entendre ce témoignage maintenant de la part de la médecin légiste adjointe qui a effectivement mené l'autopsie, cela pourrait être encore plus difficile, Chris, mais d'une manière différente. Donc, j'ai complètement compris quand les parents de la victime se sont levés et ont quitté la salle d'audience avant qu'ils ne prennent la parole. Ils ne sont pas présents dans la salle pour ce témoignage. Mais ils parlent de l'état de décomposition. Il a témoigné qu'au moment où ils ont pesé ses restes, cela ne faisait que 32 kilos. La dernière chose qu'il a dite à la barre avant que nous terminions aujourd'hui, c'est qu'elle avait encore son appareil dentaire. Et bien sûr, ce sont les dossiers dentaires qui les ont aidés à faire cette identification formelle parce que, quand ils ont retrouvé ses restes, tu sais, il y avait tellement de décomposition, il y avait tellement de décollement de la peau. Ils n'ont pas pu l'identifier. Il ne restait tout simplement pas assez d'elle. Et je viens de voir dans vos notes, en les parcourant, cette phrase disant qu'elle avait encore son appareil dentaire. Et vous savez, nous parlerons davantage de sa famille et de tout ce qu'ils ont traversé ces derniers jours. Mais cela nous rappelle que nous ne parlons pas seulement d'une personne qui a perdu la vie, mais d'une personne si jeune, âgée de seulement 14 ans, au centre de cette affaire. Et vous savez, cette semaine, on essaye de voir ce qui va se passer ensuite. Et en ce qui concerne la suite des événements, vous savez, la possibilité d'aller un jour jusqu'à un procès. Il y avait beaucoup de preuves ADN aujourd'hui et on a vraiment détaillé ce qui a été trouvé et ce qui a donné un résultat positif. Quels faits marquants et quels moments vous reviennent à l'esprit après ces heures de témoignage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué concernant l'ADN? Ce que je retiens principalement, Chris, c'est qu'un bon avocat de la défense, une équipe de défense solide, peut remettre en question absolument tout, et cela va être essentiel si cela va effectivement jusqu'au procès, ce à quoi je pense la plupart des gens dans cette salle d'audience s'attendent. Le seuil ici, lors de cette phase d'audience préliminaire, est bien plus bas. L'accusation doit seulement démontrer qu'il existe des raisons plausibles. Considérez cela comme un seuil d'environ 51%, mais si cela va jusqu'au procès, pour qu'un jury puisse condamner, il faut que ce soit au-delà de tout doute raisonnable. Considérez cela comme une probabilité de 99,9%. Donc, c'est un peu comme pour Russell pour les deux parties. Vous savez, ils testent leurs témoins. Ils voient comment ils se comportent à la barre en tant qu'êtres humains interrogés, devant un public sous une forte pression. Et nous, dans les médias, nous avons une idée des questions qui pourraient être posées pendant le procès, de la façon dont ces témoins vont tenir le coup et de la manière dont ils pourraient être perçus par un juge en chair et en os, un jury de leur père. Pour répondre à votre question sur cette preuve ADN, vous savez, nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à examiner ce témoignage. Cela a commencé par des questions du procureur adjoint Ben Silverman. C'était son témoin, Samantha Tosh, une criminaliste du LAPD qui vient du laboratoire de criminalistique du LAPD, est responsable des tests, de l'analyse et des rapports sur les échantillons d'ADN. Puis les avocats de la défense ont procédé à leur contre-interrogatoire, puis l'accusation a repris l'interrogatoire de ce témoin et ensuite la défense a eu d'autres questions pour elle. Donc, tout cela représente beaucoup d'informations qui peuvent être interprétées de différentes manières, n'est-ce pas? Rien de tout cela n'est vraiment définitif. Et la témoin, la criminaliste du LAPD, a pris soin de le préciser. Vous savez, elle utilise des mots comme possible ou probable, mais les statistiques qu'elle a présentées, et nous parlons de chiffres, n'est-ce pas? Avec 24 zéros après le premier chiffre, elle a exposé des statistiques qui rendent cela improbable, voire presque impossible, pour que ces correspondances ADN viennent de quelqu'un d'autre que Céleste. La question est maintenant, vous savez d'où provient réellement cette correspondance ADN? Est-ce que ça vient définitivement du sang ou est-ce que ça pourrait être quelque chose comme de la peau? Parce qu'elle a passé du temps à vivre dans cette maison et à toucher des objets dans le garage. C'est sur ce point que les avocats de la défense ont passé pas mal de temps aujourd'hui à multiplier les échanges avec ce témoin.
Si cela va jusqu'au procès, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup plus de ce genre de choses, presse. Il y a tant de pièces à conviction et Julia, j'ai l'impression qu'au fil de ces derniers jours, d'un point de vue circonstanciel, cela semble incroyablement solide pour l'accusation. Mais ensuite, les avocats de la défense de David reviennent et décortiquent chaque mot prononcé par un témoin. En ce qui concerne certains endroits où l'ADN a été retrouvé, vous savez, il y avait des taches de sang dans la Tesla et en parcourant certaines de ces notes, il y avait un ongle d'orteil qui appartenait à Céleste et ils ont pu établir un profil ADN à partir de cela. Mais ensuite, on en arrive à ces sacs poubelles. Je crois qu'ils ont été trouvés chez David, n'est-ce pas? Et puis, il y a ces lingettes dans le sac poubelle et pour moi, ça ne colle pas. En parcourant tout ça, c'est confus et on ne sait pas clairement qui manipule quoi à l'intérieur de la maison. Et il y a même de l'ADN dessus qui pourrait provenir d'autres personnes. On ne sait pas. Qu'as-tu pensé de toutes ces différentes couches dans ce qui semble être une partie vraiment compliquée de l'histoire que l'accusation essaie de raconter? Quand j'ai entendu pour la première fois certains de ces éléments de preuve ADN de la part du témoin du LAPD pendant que l'accusation l'interrogeait, j'ai eu l'impression que c'était une preuve incroyablement convaincante. Je veux dire, on ne peut pas remettre en question quelque chose qui a une probabilité statistique avec 24 zéros derrière le premier chiffre, n'est-ce pas? Eh bien, si tu es Blair Burke, tu peux remettre ça en question. Et elle a soulevé quelques hypothèses à propos de cette preuve ADN convaincante. Elle a en fait exposé un scénario concernant un transfert tertiaire, n'est-ce pas? Elle a dit à la cour, « Et si je serrais la main de mon co-avocat, puis que je touchais le pupitre, et ensuite que la juge posait son carnet sur le pupitre, n'est-ce pas? L'ADN de mon co-avocat pourrait-il alors se retrouver transféré sur ce carnet? » Le témoin a répondu à cette question à la barre. Oui, c'est une possibilité. Donc, il y a des failles comme ça créées par la défense dans à peu près tout ce que l'accusation présente. Je pense que ça va être un thème récurrent pour le reste de cette audience préliminaire. Et bien sûr, si ça va jusqu'au procès et que n'importe quel membre du jury écoute ça, vous savez, tout va dépendre de ce qu'il croit, qu'il choisisse de croire. Et combien de doutes la défense peut semer sur tout cela? Alors maintenant, nous revenons en arrière et aujourd'hui, c'est important parce qu'il s'agit du témoignage du médecin légiste adjoint, le docteur Grant Ho. Parlons-en. D'accord. D'accord. Laissez-moi retrouver une fois de plus notre reporter sur place, Julia Dong. La journaliste de NBCLA qui a été fantastique tout au long de cette affaire. Ravi de vous revoir. Beaucoup de points sont à traiter ici, notamment sur le témoignage du médecin légiste adjoint. Mais avant cela, nous avons toujours débuté par évoquer le comportement de David en audience. Et la façon dont nous avons abordé cela ces derniers jours, c'est qu'il a l'air un peu ennuyé. Il semble, vous savez, comme vous l'avez décrit, même la greffière du tribunal a dit hier qu'il avait l'air d'être sur une autre planète, complètement détaché. Aujourd'hui, cependant, si je lis bien les notes que tu as envoyées, David était un peu différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Un tout petit peu, Jesse. Il était un peu plus animé. Il est arrivé aujourd'hui. Tu sais, vêtu de la combinaison orange standard de la prison du comté de Los Angeles, il porte une chemise en dessous. Ses cheveux ont un peu poussé. Il a l'air fatigué, mal rasé. Mais il semblait un peu plus animé. Il s'est assis. Il a eu une conversation avec l'un de ses avocats de la défense. Puis il a commencé à sourire et à bavarder un peu avec elle. C'était différent. Mais une fois que les témoignages ont repris, nous avons entendu le médecin légiste adjoint, l'une des deux personnes ayant participé à l'autopsie de Céleste, après que ses restes ont été retrouvés dans la Tesla de David. Il est revenu à son comportement habituel, tu sais, sans expression. Une pose sans émotion, vraiment immobile, assise à la table de la défense. Il regarde droit devant lui et il cligne juste des yeux en regardant le témoin à la barre, fixe les pièces à conviction sur l'écran au-dessus et ne bouge vraiment pas, ne réagit pas. Et d'ailleurs, avant même d'entrer dans le fond du témoignage, je trouve vraiment intéressant ce qu'a dit ce médecin légiste et ce que la défense a avancé. Les photos montrées à toute la salle que vous avez vues ont provoqué une réaction audible dans l'audience selon votre reportage. Pouvez-vous préciser ce que cela signifie? Il y a eu une réaction audible.
Il y a eu une réaction viscérale. Et laissez-moi vous décrire ce qui s'est passé, peut-être par accident. Avant qu'on ne nous montre réellement les pièces à conviction que nous étions censés voir, dans l'ordre dans lequel elles devaient être présentées. Pendant le témoignage de cette médecin légiste adjointe, le projecteur dans la salle d'audience a en fait défiler de nombreuses photos d'autopsie avant que nous soyons censés les voir. Alors imaginez, d'accord, ce moniteur suspendu, un peu comme un flipbook, qui fait défiler en quelques secondes probablement une demi-douzaine de photos. Et je parle, des photos d'autopsie montrant le torse de la victime, cavité thoracique ouverte, les extrémités disposées, vous savez, nettoyées et placées sur une table d'examen métallique. Il y a eu un hoquet de stupeur, vous savez, une journaliste derrière moi dans la salle d'audience. On pouvait l'entendre réagir à cela, on pouvait voir tout le monde réagir, je pense, de façon très viscérale. Mais Grant Ho, le témoin actuellement à la barre, il procède de manière méthodique, étape par étape. Pour lui, c'est son quotidien. Cela fait simplement partie de son travail, et il répond aux questions de cette façon. Il n'y a rien d'émotionnel, rien de macabre ou d'horrible dans tout cela pour lui. Ça fait réfléchir sur ce métier. Je veux dire, mon Dieu. Bon, aujourd'hui est un jour important. Il y a eu tellement de preuves concernant la prétendue relation illégale de David avec Céleste. Il y a eu beaucoup de preuves et de témoignages concernant le nettoyage potentiel, le démembrement. Quand il s'agit du meurtre en lui-même, quand il s'agit du prétendu meurtre en question, c'est ce que nous attendions. Qu'a dit le Dr Grant Ho à propos de la cause et le mode du décès de Céleste Rivas Hernandez? Il y a beaucoup d'échanges lors de ce contre-interrogatoire du Dr Grant Ho, mais il a répété les conclusions du bureau du médecin légiste qui ont déjà été publiées. Cela a été publié il y a plusieurs mois. Nous en avons déjà parlé, mais cette fois, il nous a expliqué avec l'aide de visuels que nous n'avions pas encore vus provenant de l'autopsie. Il nous a expliqué ce qu'ils avaient déjà découvert il y a plusieurs mois. Ils ont déterminé que la cause et le mode du décès de Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, était un homicide. Et ils ont attribué sa mort à de multiples blessures pénétrantes. Mais voici ce qui est intéressant. Ils n'ont pas identifié quel type d'arme ou d'outil a causé ces blessures pénétrantes. Et ils se sont abstenus de qualifier ces blessures de blessures pénétrantes causées par un objet tranchant. Donc, ils ne disent pas qu'elle a forcément été poignardée à mort. Et cela est dû à l'état avancé de décomposition. Ils ne savent tout simplement pas avec certitude comment ou ce qui a causé cela. Beaucoup de ce qu'ils ont trouvé que nous examinons en ce moment dans la salle d'audience est documenté dans ces pièces à conviction très visuelle. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est si important. Vous le savez, mais notre public devrait le savoir. L'une des allégations de circonstances aggravantes dans cette affaire, présentée par les procureurs, est que David Anthony Burke a personnellement utilisé une arme mortelle et dangereuse, un objet tranchant, pour commettre ce crime. Pourtant, vous nous dites que ce médecin légiste adjoint ne peut l'affirmer avec certitude. Nous n'en sommes pas certaines, et je pense que les avocates de la défense ont tenu à le souligner à plusieurs reprises. C'est l'un des éléments de ce chef d'accusation de felony murder au premier degré qui est intéressant, qui est différent, n'est-ce pas? Et s'il est condamné, une aggravation est possible en cas d'utilisation d'un instrument tranchant. Je crois qu'en Californie, cela pourrait ajouter une année supplémentaire consécutive. Mais ces 3 circonstances spéciales supplémentaires, cela rend cette affaire de meurtre passible de la peine de mort. Voici ce que la médecin légiste adjointe ne sait pas avec certitude. Et la défense a vraiment insisté sur tout cela lors du contre-interrogatoire. Ils ne savent pas quelle blessure pénétrante est survenue en premier. Il y en a une sur l'abdomen de la victime et une autre sur la partie latérale gauche de sa poitrine. Donc, l'une est possiblement associée à des lésions du foie, l'autre possiblement à des lésions des côtes et du diaphragme.
L'adjointe Amy ignore laquelle est arrivée en premier. Elle ne peut pas dire avec certitude si elles ont pu se produire à quelques secondes d'intervalle ou non. Elle ne peut pas dire laquelle a causé sa mort. Elle ne peut pas dire combien de temps il a pu falloir à Céleste pour mourir de l'une ou l'autre de ses blessures. Il y a tellement de choses que nous ne savons tout simplement pas. Et cela a créé une ouverture pour qu'un des avocats de la défense pose une question que nous n'avions pas encore entendue dans cette affaire. Elle a posé la question à ce témoin, cette médecin légiste adjointe, si, selon lui, il était possible d'exclure que Céleste se soit infligée elle-même ces 2 blessures par arme blanche. Et il a dit, d'après ses conclusions lors de cette autopsie, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait exclure de façon définitive. La réaction dans la salle après cette série de questions, cependant, je me suis retournée et j'ai pu voir quelques personnes, vous savez, qui s'observaient du coin de l'œil, les sourcils levés. Pour moi, on aurait dit que les gens qui assistaient à cet interrogatoire avaient l'impression que ça frôlait l'absurde. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'un jury croirait. Essayons de clarifier cela un instant. Donc, en d'autres termes, et si l'on se base sur ce que nous avons vu cette semaine de la part de la défense, il prépare peut-être l'argumentaire pour un éventuel procès, corrigez-moi si je me trompe, que Céleste serait venue chez lui. Quelque chose s'est passé. Elle s'est suicidée ou a fait une overdose. David a paniqué et a essayé de se débarrasser de son corps. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez là, les éléments de base pour même s'ils ont essayé de... Parce que souvenez-vous, l'une des choses les plus importantes que la défense a essayé de faire, je pense, c'est de dire, eh bien, tous ces achats présumés, les tronçonneuses, les sacs à linge, le sac mortuaire, tout cela a été acheté après qu'elle serait morte. Donc, ce n'est pas comme s'il avait prévu de la tuer. Est-ce que je comprends bien que ce sont peut-être les éléments de base de la défense qu'il pourrait utiliser? Jesse, je ne sais pas si c'est vraiment la direction que la défense essaye de prendre. Je pense que c'est leur occasion, pendant cette audience préliminaire, de tester différentes pistes d'interrogatoire, n'est-ce pas? Voir ce qui fonctionne. Voir où se trouvent les plus grandes opportunités pour eux de créer davantage de failles dans le dossier de l'accusation. Je ne pense pas que cette série de questions mènera quelque part. Mais voici comment ils l'ont présenté ce matin. Marilyn Bidnarski était celle qui posait ces questions au Dr. Grant Ho. Elle voulait d'abord savoir, est-ce utile pour quelqu'un qui pratique une autopsie d'avoir peut-être des informations sur le fait que la personne décédée ait des antécédents de santé mentale? Est-ce utile de savoir si la personne était suicidaire? Est-ce utile de savoir s'ils sont des consommateurs habituels de drogue? Donc, à chacune de ces questions, la DREO a répondu « potentiellement ». Alors elle lui a demandé « Avez-vous eu des conversations avec les proches du défunt pour explorer ses caractéristiques? Il n'en a pas eu. » Alors elle a continué en posant des questions sur les blessures, n'est-ce pas? Les blessures documentées, ces blessures pénétrantes. L'atteinte d'une de ses côtes. Les lésions constatées sur son foie. Et la défense veut savoir, vous savez, pouvez-vous établir un lien définitif entre ces observations faites lors de l'autopsie et ce que vous voyez sur la peau en surface? Et savez-vous exactement comment cela s'est produit? Êtes-vous en mesure d'affirmer de façon définitive que quelqu'un d'autre a causé ces blessures? Et je pense que la réponse générale à tout cela, c'est que l'état avancé de décomposition empêche d'obtenir beaucoup d'informations définitives. La médecin légiste adjointe ne peut tout simplement pas dire comment cela s'est produit ni qui lui a fait ça. Je ne sais pas si cela va vraiment servir de base à un argument selon lequel Céleste se serait suicidée, mais c'est certainement une ligne d'interrogatoire qu'à mon avis tout bon avocat de la défense explorerait à cette occasion lors de cette audience préliminaire que nous appelons en quelque sorte un mini-procès ou une répétition du procès, si vous voulez. Et je veux dire, s'ils essaient de brouiller les pistes concernant depuis combien de temps elle était morte, et vous savez, ils pourraient suggérer « Pouvez-vous confirmer qu'elle est morte cette nuit d'avril »
Et ce débat autour d'une blessure par balle? C'était intéressant aussi parce que c'était nouveau. Et le docteur O vient de clarifier à la barre, juste avant notre pause déjeuner, que selon lui, n'importe quoi aurait pu causer ce qu'il a observé. Sur ses côtes, des dommages à l'une de ses côtes gauches. Cela aurait pu venir de n'importe quoi. Il ne peut pas dire avec certitude que cela vient d'un couteau ou d'un autre objet tranchant. Et la raison, encore une fois, pour laquelle ils ont attribué sa mort à des blessures pénétrantes plutôt qu'à un objet tranchant, c'est parce qu'ils ne peuvent pas exclure une possible blessure par balle. Avec une plaie de sortie sur son corps, ils ne savent pas avec certitude ce qui a tué Céleste. Et il y a aussi eu une discussion à propos des tronçonneuses, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, hier et ces derniers jours, nous savons que des tronçonneuses ont été récupérées, mais à ce que nous sachions, n'ont révélé aucune trace de sang. Il semble qu'il manque une tronçonneuse. En ce qui concerne la possibilité qu'une tronçonneuse ait été utilisée pour infliger ses blessures à Céleste, que ce soit comme cause de sa mort, peut-être pour la tuer ou la démembrer. Quelle a été la discussion sur les tronçonneuses aujourd'hui? Donc le témoin a été très prudent pour répondre à cette série de questions. Il a noté, je crois, à plusieurs reprises qu'il n'est pas un expert en ce qui concerne les outils électriques utilisés pour démembrer des corps. Il a tout de même partagé quelques connaissances générales sur ce qui pourrait provoquer les types de coupures qu'il a observés sur le corps de la victime. Il l'a décrit comme étant net ou lisse autour des bords, mais cela, je pense que ça va aussi être remis en question parce que l'apparence de toutes ces blessures, c'est ça, elles ont changé après la mort pendant la décomposition. Mais il a parlé de la façon de sectionner les tissus mous ou les organes. Vous pouvez le faire avec un scalpel. Il a parlé de la façon de sectionner l'os. Vous pourriez utiliser quelque chose comme une scie à os. Et il a dit de sectionner une côte. Vous auriez essentiellement besoin de quelque chose comme des coupes-branches. C'est ce qu'il a dit à la barre. Pourtant, il ne peut pas identifier de façon définitive ce qui a été utilisé pour séparer les membres de la victime de son corps. Et pour être clair, l'accusation n'a pas présenté d'arme du crime spécifique, ni expliqué ce qu'il est advenu d'une éventuelle arme du crime. Non, ils ne l'ont pas fait. Pas encore. Nous savons que 2 des tronçonneuses trouvées dans le garage de David lors d'une perquisition environ une semaine après que la Tesla a été retrouvée avec les restes de la victime dans le coffre avant. Nous savons que ces 2 tronçonneuses n'ont révélé aucune trace de sang. Qu'en est-il de l'activité des insectes? C'était un autre détail qui, je pense, a suscité une réaction visible dans la salle d'audience ce matin. Docteur O a décrit les premiers stades de présence de asticots tout autour des restes de la victime lorsqu'il a reçu l'affaire et qu'il se préparait à faire l'autopsie. Je pense que c'était une bonne matinée pour les parents de la victime, qui ont assisté à la plupart de cette audience préliminaire, de ne pas être dans la salle d'audience. Je viens de passer devant eux dans le couloir en sortant pour le déjeuner. Ils sont là, ils sont au palais de justice, mais ils ont choisi de ne pas assister à l'audience ce matin pour ce témoignage. Je pense que c'était une décision compréhensible de leur part.